À la une de l'actualité, un 1er janvier sous le signe de la terreur en Turquie. Un assaillant a ouvert le feu sur une foule venue fêter le Nouvel An dans une discothèque branchée d'Istanbul. Le bilan provisoire est de 39 morts et une soixantaine de blessés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle la nation à l'unité et réaffirme sa détermination à lutter contre le terrorisme. Un accord au forceps en RDC après 2 semaines de médiation sous l'égide de la commission des évêques. L'opposition et la majorité sont tombés d'accord sur les termes d'une transition. Joseph Kabila restera au pouvoir jusqu'aux prochaines élections prévues en fin 2017. Un conseil national de transition sera mis en place. Et les festivités pour le Nouvel An ont traversé tous les continents. C'est en Amérique qu'on a fait les derniers décomptes. Parmi les plus célèbres, celui de Times Square à New York avec sa traditionnelle boule à facettes. Nous sommes le 1er janvier 2017. Bonne année à tous et merci d'être fidèles à France 24. Et on commence ce journal par la fête gâchée à Istanbul. La terreur a de nouveau frappé, le pays est endeuillé. Un assaillant a ouvert le feu à l'intérieur d'une discothèque branchée d'Istanbul. Le bilan est lourd, au moins 39 morts et une soixantaine de blessés. Olivier Boulinck. Devant la discothèque, les secours s'activent pour évacuer les blessés. Je me suis fait tirer dans la jambe. Ce sont des fous. Ils sont arrivés, ils ont tiré sur tout le monde. Combien d'assaillants avez-vous vu ? Je ne sais pas, j'ai juste eu le temps de voir qu'une personne, puis je me suis caché. À l'Arena, un club très prisé des locaux et des touristes, il est 1h15 lorsqu'un homme abat un policier qui monte la garde devant l'établissement et un civil. L'assaillant entre ensuite dans la salle où se trouvent plus de 700 personnes et ouvre le feu sur la foule. Nous étions à côté de la fenêtre. Nous nous sommes jetés à terre, mon mari était sur moi. L'homme a chargé son arme. Puis il a commencé à tirer. Les forces de sécurité encerclent rapidement la zone et entreprennent le ratissage du secteur à la recherche du suspect. Une chasse à l'homme est en cours. Nous espérons que le terroriste sera bientôt capturé. Le dispositif de sécurité avec 17 000 policiers déployés dans la ville pour le Nouvel An n'aura donc pas suffi. Istanbul qui est devenue la cible régulière d'attaques terroristes. Notez également que plusieurs étrangers figurent parmi les victimes. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, a annoncé que 3 Français figurent parmi les blessés. Avec nous sur ce plateau, James André. James, bonjour. Merci d'être avec nous. L'assaillant serait toujours en fuite. L'attentat n'est toujours pas revendiqué. Mais le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a dit que cette attaque était liée au contexte régional. Vers qui faudrait-il se tourner aujourd'hui, à l'heure actuelle ? Alors écoutez, c'est difficile à dire. Bien sûr, on peut présumer de rien. Maintenant, il faut se souvenir qu'en ce qui concerne la Turquie, si on prend le cas, par exemple, de l'organisation État islamique, il n'y a jamais eu de revendication d'attentat en Turquie à ce jour par l'EI, de revendication officielle. C'est toujours les autorités qui ont pointé l'EI du doigt. En l'occurrence, il faut voir qu'il y a plusieurs pistes possibles. Il y a évidemment le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et ses différents affiliés. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec cet accord russo-turc pour un début en tout cas un cessez-le-feu en Syrie, eh bien le YPG, cette branche syrienne des Kurdes, se trouve marginalisée. Ils ne font pas partie de l'accord, ils ne sont pas conviés aux négociations de paix qui doivent se tenir à Astana. Et il faut voir que les Turcs et les Kurdes sont à l'heure actuelle toujours dans un contexte de combat, notamment pour la ville d'Al-Bab, qui est donc cette ville qui permettrait aux Kurdes de faire la jonction au nord du pays, au niveau de la Syrie, le long de la frontière turque. Et ça, c'est quelque chose qu'Erdogan ne veut pas voir arriver. Ce qu'il y a, c'est que le modus operandi, le type d'attentat en lui-même ne pointe pas vraiment vers les Kurdes, parce que eux ont tendance à s'attaquer plutôt aux forces de sécurité plutôt que effectivement de s'attaquer. C'est la cible surtout qui. C'est la cible, exactement. Ça ne ressemble pas à ce que feraient, on va dire, les extrémistes kurdes. En revanche, effectivement, pour ce qui est de l'organisation État islamique, eh bien, ça ressemble assez clairement à ce que l'EI pourrait faire. L'EI qui actuellement est mis sous pression aussi bien du côté syrien que du côté irakien, puisque l'offensive de Mossoul est en cours. Les Turcs, tout récemment, se sont notamment alliés de facto avec les Russes pour bombarder des positions de l'EI, notamment au niveau de cette ville d'Al-Bab, et évidemment pour
pour l'EI, c'était une date symbolique, un moment important pour frapper, puisqu'ils sont effectivement un petit peu partout en train de perdre du terrain et donc en difficulté. Il faut noter que d'ailleurs les services américains, selon le propriétaire de cette boîte de nuit, l'avait prévenu qu'il pourrait y avoir un attentat. Et c'est pour ça d'ailleurs que le propriétaire de cette discothèque avait doublé, on va dire, les dispositifs de sécurité. Manifestement, ça n'a pas été suffisant. Restez avec nous, on va décrypter d'autres questions avec nous dans un instant. L'année 2007 a mal commencé en Turquie et l'année 2016 a été rythmée par des attaques terroristes meurtrières, tantôt attribuées au groupe État islamique, tantôt à des groupes séparatistes kurdes. Retour sur cette année particulièrement violente avec Ethan Hadji. Une année 2016 marquée par une vague d'attentats en Turquie. Et dès le 12 janvier, c'est le cœur historique d'Istanbul qui est frappé par une attaque suicide. À Sultanahmet, on assiste à des scènes de panique. 12 touristes allemands sont tués dans l'attentat attribué au groupe État islamique. Dans les 2 mois qui suivent, c'est la capitale Ankara qui est visée. Un kamikaze et une voiture piégée font plus de 60 morts et 200 blessés. Les 2 attaques sont revendiquées par les Faucons de la liberté du Kurdistan, un groupe radical proche du PKK. Le 28 juin dernier, l'aéroport international Atatürk d'Istanbul est le théâtre d'un triple attentat suicide. Un nouvel épisode sanglant attribué à l'organisation de l'État islamique où 47 personnes perdent la vie. Les assaillants tiraient sur la police et une personne a été touchée juste à côté de moi. Ensuite, une bombe a explosé et a tué tout le monde aux alentours. 2 mois plus tard, à Gaziantep, dans le sud-est du pays, un mariage kurde vire au drame. Un kamikaze âgé entre 12 et 14 ans se fait exploser près de la salle des fêtes. Bilan, une 50aine de morts et près de 100 blessés. Pour Recep Tayyip Erdogan, il n'y a aucun doute. L'attentat porte la signature du groupe djihadiste. Le 10 décembre dernier, Istanbul est à nouveau visé. Un double attentat dans le centre à proximité d'un stade de football et dans un parc vise des policiers et fait 44 morts et une centaine de blessés. Les attaques sont une fois de plus revendiquées par l'État. Pour le groupe radical kurde, ces actions sont justifiées. Elles interviennent en représailles aux opérations militaires et aux purges menées par les autorités contre les Kurdes. Pour Recep Tayyip Erdogan, la menace est double. Le président turc doit aussi faire face aux djihadistes à sa frontière avec la Syrie. Alors James, où en est la Turquie aujourd'hui ? On a vu que le contexte régional est très tendu et que le rôle diplomatique d'Ankara est incontournable. On l'a vu récemment, notamment avec la trêve russo-turque instaurée en Syrie. Oui, absolument. Alors c'est vrai que depuis le début, le début du soulèvement en Syrie, la Turquie est aux manettes. Il faut voir que tous les combattants, tout l'armement passe par la Turquie. La Turquie a notamment à laisser faire, c'est assez évident, la frontière est restée très longtemps ouverte et aussi bien les djihadistes que le matériel ont pu transiter par la Turquie qui n'a pas du tout caché son soutien de toute façon à la rébellion anti-Bachar al-Assad et qui est fermement dans le camp anti-Assad depuis le début, quitte effectivement à travailler avec certains groupes djihadistes ou en tout cas à les laisser opérer aux frontières de son territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu depuis le début. Bref, est très impliqué dans ce conflit syrien. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a un retournement très important qui date, j'en avais évoqué un mot tout à l'heure, mais de cette séquence à Al-Bab. Al-Bab, donc c'est cette petite ville qui se trouve au nord de la Syrie, où l'armée turque s'est retrouvée en difficulté. Ils ont eu énormément de pertes à Al-Bab, 16 soldats turcs tués, 2 capturés. Ils ont fait appel à la coalition internationale. La coalition internationale n'a pas donné suite à la demande de la Turquie de bombarder les positions de l'EI parce que, il y a une divergence fondamentale quant à la position des Kurdes et effectivement, les Turcs ont leurs propres objectifs. Ils ne veulent pas de Kurdes le long de leurs frontières et donc du coup ils jouent leur propre match et à ce moment-là ils ont demandé aux Russes d'intervenir et c'est ce qui a entre guillemets scellé ce partenariat russo-turc qui est aujourd'hui de facto et il va donc y avoir un développement dans lequel la Turquie va effectivement être complètement incontournable puisqu'on voit que ce sont les Turcs et les Russes qui ont négocié ensemble le cessez-le-feu en Syrie alors que les Américains, les Occidentaux sont complètement mis de côté. Donc, rôle central de la Turquie aujourd'hui, avec effectivement énormément de tensions également à l'intérieur. Donc, il y a
les Kurdes qui en veulent effectivement au gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Et il faut voir qu'à l'intérieur de la Turquie elle-même, il y a eu donc ce coup d'État du mois de juillet. Et suite à ce coup d'État, il y a eu des purges massives dans l'armée, dans la police. Et donc un contexte de tension autour du gouvernement et dans le même temps un rôle central de la Turquie. Alors justement, quel impact la multiplication de ces attentats aura sur le pouvoir d'Erdogan à long terme? Quelle posture va-t-il prendre? Est-ce qu'il va multiplier la répression, poursuivre sur cette répression? En quelque sorte, c'est un engrenage. C'est-à-dire qu'effectivement, ces attentats font chanceler le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Parce qu'à un moment donné, la population elle-même se trouve sous pression. Ça donne un contexte de psychose. Et effectivement, vu le nombre d'attentats qu'il y a pu y avoir, une 50aine en 1 an et demi, c'est quand même énorme à travers tout le territoire turc. Donc une très très forte pression sécuritaire au niveau de l'État turc qui se trouve dans une situation où il est obligé d'aller vers de plus en plus de répression, de plus en plus de contrôle. On a vu tous les ennemis de l'État, selon Recep Tayyip Erdogan, sont neutralisés. Ça passe par la presse, des journalistes, des groupes d'opposition. Bref, il est en train de s'enfermer dans un système extrêmement répressif. Il faut voir que Recep Tayyip Erdogan, moi j'avais couvert les dernières élections en Turquie, a été réélu. Alors on s'en souvient, il n'avait pas eu la majorité au Parlement. Puis il y a eu de nouvelles élections. Il a obtenu la majorité au Parlement. Il voulait modifier la Constitution, en faire un régime très présidentiel, ce qui ne fait pas l'unanimité en Turquie très clairement. Maintenant, son bilan économique est excellent depuis qu'il est au pouvoir. Il faut voir que c'est pratiquement 10% de croissance, 9% en moyenne depuis 10 ans. Donc les gens soutiennent la façon de faire Erdogan, mais par ailleurs, il y a des critiques sur le plan de la démocratie. Il y a également une dérive islamique qui est dénoncée par certains milieux en Turquie. Donc tout cela le met sous pression et sa réaction risque d'être effectivement encore plus de répression. Merci beaucoup James André pour votre décryptage. Dans l'actualité également, le soutien de l'ONU à la trêve russo-turque en Syrie. Une résolution a été votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Une résolution toutefois à minima puisqu'elle n'entérine pas les modalités d'application de cette trêve. Une trêve globalement respectée depuis son entrée en vigueur jeudi soir. Écoutez. Nous espérons qu'un cessez-le-feu verra vraiment le jour et ne servira pas de prétexte à d'autres offensives inacceptables. Nous sommes notamment préoccupés par des rapports qui font état de violences de la part des forces du régime, soutenues par des milices du Hezbollah dans la région de Wadi Barada. L'adoption de ce texte par le Conseil de sécurité doit être considérée comme un signal fort pour que cela cesse. L'ONU qui change de visage en 2017. Ban Ki-moon cède sa place à l'ancien Premier ministre portugais António Guterres, désigné début octobre. Il fait l'unanimité au moment de sa prise de fonction. Mais aura-t-il les moyens de réformer cette instance? Quels seront ses plus grands défis? La réponse de notre correspondante à New York, Céline Bruno. Les défis sont colossaux pour António Guterres qui va devoir affronter des crises complexes. La première d'entre elles, c'est bien sûr la Syrie pour laquelle les Nations Unies se sont révélées impuissantes depuis maintenant 6 ans, notamment à cause des vétos incessants de la Russie, alliée depuis toujours de Bachar al-Assad. Le conflit syrien s'est transformé en un cancer à l'échelle mondiale, déclarait il y a quelques jours le nouveau secrétaire général de l'ONU, le Portugais qui va aussi devoir gérer le conflit en Soudan du Sud et puis le dossier en Centrafrique avec des soldats de l'ONU accusés de viol. N'oublions pas non plus l'élection de Donald Trump avec la méfiance, voire le mépris affiché du nouveau président américain envers l'institution ONU. António Guterres a donc beaucoup de défis devant lui, beaucoup de travail à faire, mais il se dit prêt et déterminé. Il a déjà déclaré qu'il souhaite réformer la machine pour la rendre plus efficace, avec moins de bureaucratie et plus de terrain. Guterres qui sait également que toute sa bonne volonté ne suffira pas. Après son élection, il déclarait « Le secrétaire général de l'ONU n'est pas le maître du monde, tout juste une valeur ajoutée ». Direction la République démocratique du Congo. Joseph Kabila devrait quitter le pouvoir fin 2017 à l'issue de nouvelles élections. Ce sont les termes de l'accord entre l'opposition qui réclamait son départ et la majorité au pouvoir. Un accord trouvé à l'issue de discussions sous l'égide de la conférence épiscopale du pays. Écoutez son président qui revient sur les principaux points de l'accord. Le second et dernier mandat du président de la République, qui s'est achevé le 19 décembre 2016, n'est pas renouvelable. Le chef de l'État n'abriguera pas un troisième mandat. 2. Cependant, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. 3. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales
seront tenues avant fin décembre 2017. 4. Aucune tentative de révision de la Constitution et de son changement ne sera consentie pendant la période préélectorale et électorale. Cet accord a également été salué par les deux partis, la majorité et l'opposition, par la voix de son leader historique, Étienne Tshisekedi, nommé à la tête d'un Conseil national de transition. Écoutez. Voici ce que les Congolais peuvent réussir lorsqu'ils sont entre eux. Il faut que nos partenaires étrangers apprennent à nous laisser tranquillement résoudre nos problèmes. Ici, il n'y a même pas eu de facilitation étrangère, mais nous sommes arrivés à des compromis importants entre nous. On aurait pu faire ça et épargner des vies humaines, mais voilà qu'on aboutit quand même à cet acte de bon sens. Je voudrais remercier la SENCO, les évêques de la SENCO qui ont été d'une efficacité sans pareille. C'est une épreuve extraordinaire parce que je vous dis qu'on est passé par des moments très difficiles, de haut et de bas. Nous sommes donc en 2017, partout dans le monde, tous les continents ont franchi la nouvelle année. Le dernier étant l'Amérique. Les images de la boule à facettes au-dessus de Times Square ont de nouveau fait le tour du monde. Et on va faire à notre tour un tour du monde des feux d'artifice et des festivités. Plus d'1 million de personnes amassées à Times Square à New York pour assister au célèbre compte à rebours. C'est une tradition qui date de 1907. Quelques heures avant, les Européens, eux, ont marqué le coup avec leur propre tradition, comme la parade des Vikings à Édimbourg. Nous, on est chaud et les gens sont chauds, alors fêtons bien le Nouvel An. Les feux d'artifice sont de retour sur les Champs-Élysées à Paris. L'année dernière, ils avaient été annulés après les attentats de novembre. C'était magnifique, incroyable, comme on n'a jamais vu. Les lumières, les feux d'artifice, juste le fait d'être là parmi tous ces gens, c'était génial. À Londres également, une explosion de couleurs qui a émerveillé touristes et locaux. On trouve ça vraiment super. On n'a pas de mots. Je ne sais pas, c'est juste incroyable, tellement meilleur qu'à la télé. À Séoul, les célébrations se sont mélangées avec les manifestations contre la présidente, toujours embourbée dans un scandale politique. En 2017, j'espère que Park Geun-hye sera destitué, vu tous les citoyens qui se sont rassemblés aujourd'hui, et je souhaite le meilleur au pays. Sydney, l'une des premières villes à être passée en 2017, a rendu hommage au chanteur décédé David Bowie en synchronisant une partie de leur feu d'artifice avec sa chanson Space Oddity. C'est une fin douce amère pour l'année 2016, mais tous les espoirs sont permis pour 2017. Et avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal de ce 1er janvier 2017. Un attentat meurtrier à Istanbul, en Turquie. Un assaillant a ouvert le feu sur une foule dans une discothèque venue fêter le Nouvel An. Au moins 39 morts et une soixantaine de blessés. L'assaillant est en fuite. L'attentat n'a pas été revendiqué. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a pris la parole. Il dénonce cet acte terroriste. Pour lui, l'objectif de cet attentat est de déstabiliser le pays et de créer le chaos. Il appelle à l'unité et réaffirme la détermination de la Turquie à lutter contre le terrorisme. On y reviendra bien entendu dans nos prochaines éditions. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Billet retour, présenté par Pauline Simonet. Décembre 2003, un séisme majeur dévaste la ville de Bam, en Iran. Le tremblement de terre fait plus de 26 000 morts et 30 000 blessés. Une grande partie de la ville est détruite, dont la citadelle, site touristique et archéologique vieux de 2600 ans. Aujourd'hui, la population tente de panser ses blessures et de reconstruire son patrimoine. France 24 est allée à la rencontre des habitants de Bam, qui rêvent toujours du retour des touristes. Billet retour, à regarder sur France 24 et france24.com.